Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour le lancement, deuxième lancement de cet ouvrage, enfin premier lancement de cet ouvrage-là, mais deuxième lancement d'un ouvrage publié aux presses de l'ANSSIB, Les bibliothèques face au monde des données. Ravi de vous accueillir à l'ANSSIB pour cet événement, ou de vous avoir vu rester, vous les étudiantes, les étudiants, pour cette soirée. Donc c'est un ouvrage de Véronique Mesguich qu'on a le plaisir d'avoir parmi nous ce soir, avec une préface d'Emmanuel Bermès. C'est un ouvrage que je suis très contente de présenter avec les autrices, d'enseignants-chercheurs, avec Florence Talanouf de la direction de la valorisation, Catherine Jackson des presses de l'ANSSIB. Très contente parce que finalement sa thématique rentre bien dans un des programmes phares de l'école, qui est le programme Données et Sciences ouvertes. C'est un de nos programmes transversaux, parce que c'est une des lignes de force de l'ANSSIB qui, bien sûr, enseigne la donnée, mène des recherches sur les données, publie sur les données. Par ailleurs, c'est une de nos vocations de produire de l'information pour nos communautés professionnelles et de les aider à progresser dans leur propre appréhension des évolutions du métier. Donc maintenant, à chaque parution d'un ouvrage aux presses de l'ANSSIB ou d'un numéro de revue, nous faisons une soirée officielle, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, on allait communiquer sur nos ouvrages, on allait les présenter dans d'autres structures que l'ANSSIB et qu'on ne le faisait pas chez nous. Dommage. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on commence maintenant par une présentation à l'ANSSIB, et ça vous permet d'appréhender aussi la richesse de nos éditions, la richesse des thématiques. Alors, les éditions de l'ANSSIB, ce sont non seulement les presses, avec 3 collections, boîte à outils, papier et la numérique, mais aussi le bulletin des bibliothèques de France et la revue de recherche en libre accès, Balisage. Et d'ailleurs, justement, on a obtenu une nouvelle, une très très bonne nouvelle aujourd'hui. On en est vraiment ravis. La revue Balisage, la revue de recherche de l'ANSSIB, vient de franchir une étape importante, puisqu'elle va intégrer Open Edition Journal. Donc, c'est une plateforme de revue en sciences humaines et sociales. On est très très fiers de cette étape, qui montre que de la pépinière de revues prairiales, Balisage passe maintenant dans la cour des grands. Grande fierté, et donc je remercie toutes les équipes pour ça. Et je referme la parenthèse. Donc avant de leur laisser la parole, je vais remercier nos intervenantes, qu'elles soient en présentiel ou en visioconférence d'ailleurs. Les remercier d'avoir accepté l'invitation de présenter l'ouvrage aujourd'hui. Donc d'abord Véronique Mesguich, qui est consultante, formatrice spécialisée en veille stratégique et management de l'information, et donc qui a eu l'idée de l'ouvrage et qui l'a mené de bout en bout. Agnieszka Tona, qui est maîtresse de conférence à l'ANSSIB, responsable du master Humanité numérique, et très active dans les autres enseignements de l'école, et qui anime depuis l'ANSSIB un séminaire de recherche depuis plusieurs années qui s'appelle « Les données à 1000 temps ». Et puis Laetitia Bracco, qui est en visioconférence, qui est conservatrice des bibliothèques et qui est responsable de l'atelier de la donnée ad hoc Lorraine, chef de projet baromètre français de la science ouverte, données et code, et qui a le titre officiel de Data Librarian. Donc j'imagine qu'elle nous expliquera ce que c'est qu'être Data Librarian aujourd'hui. Je vous souhaite de fructueux échanges autour de l'ouvrage. Je pense que vous n'hésiterez pas à réagir, à poser des questions à nos intervenantes. Je remercie enfin Florence Talanouf de contribuer à l'animation de cette table ronde et de porter ces rendez-vous autour des éditions de l'ANSSIB avec beaucoup d'enthousiasme. À tout de suite pour les échanges et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue et ravie de vous retrouver ce soir pour la deuxième soirée de lancement des éditions de l'ANSSIB à l'occasion de la parution, comme l'a dit Nathalie, des bibliothèques face au monde des données dans la collection papier. On a ici évidemment un certain nombre de collègues présents des éditions que je remercie et que je salue aussi vivement ce soir. Je vais peut-être signaler que l'ouvrage des bibliothèques face au monde des données
Emmanuel Bermès en a assuré la préface, ce qui est aussi très important. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, ainsi que Laetitia Bracco, que nous ne voyons pas encore à l'écran, mais qui va apparaître bientôt, qui nous écoute. Et pour commencer directement la discussion, je me tourne directement vers vous, Véronique Mesguich, pour la question de la présentation de l'ouvrage. Parce que votre livre dresse un panorama en 8 chapitres de ce que le monde des bibliothèques fait au monde des données, et réciproquement. Et à la lecture, j'ai beaucoup apprécié l'effort de synthèse qui a été le vôtre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce projet ? Oui, c'est mieux comme ça. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, je voudrais remercier l'ENSIB de m'accueillir donc ce soir. Merci à toute l'équipe. Merci notamment à l'équipe des presses de l'ENSIB avec qui on a beaucoup échangé pour la gestation de cet ouvrage. Alors oui, pourquoi cet ouvrage ? En fait, l'idée est venue, c'est un peu le pendant d'un ouvrage que j'avais fait paraître il y a quelques années qui s'appelait « Bibliothèque, le web est à vous ». Et c'est un ouvrage qui est paru en 2017, qui présentait donc, ce qu'on appelle sous le nom de médiation numérique, tout ce que les bibliothèques peuvent faire sur le web, via des portails, via les réseaux sociaux, via des bibliothèques numériques. Enfin, c'était un vaste panorama déjà de ce que le web peut offrir aux bibliothèques et réciproquement. Et puis, au fur et à mesure de mon activité de formatrice dans le monde des bibliothèques ou de la documentation ou de la veille, j'ai croisé de nombreux professionnels qui se posaient des questions sur justement cette notion de données. Il y a eu une grande vague des données. Alors, les données ont toujours été là, on va y revenir. On n'a pas inventé les données au XXIe siècle. Mais à partir des années 2010, on a vu des expressions, parfois qui sont devenues, qu'on a mis un peu à toutes les sauces, des expressions à la mode comme big data, comme open data, etc., qui sont au-delà de l'effet de mode, qui sont des réalités. Et les bibliothécaires que j'ai pu croiser se posaient des questions sur justement ce monde de la donnée, en quoi ça pouvait impacter les bibliothèques, la transition bibliographique aussi. C'est donc un long processus qui a démarré déjà il y a plusieurs années et pas forcément comprise des professionnels. Enfin, il y a des enjeux extrêmement complexes. J'ai eu l'impression qu'il y avait besoin d'expliquer de façon la plus claire possible, d'expliquer ce que vous avez dit, ce que les données font aux bibliothèques et ce que les bibliothèques peuvent faire des données. Parce que la donnée, c'est quelque chose d'abstrait. Si je vous demande, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une donnée ? C'est difficile. On ne peut pas dessiner, je ne peux pas vous demander, dessine-moi une donnée. C'est abstrait, c'est rapidement très technique. Donc, c'est un peu d'ailleurs, je fais souvent un parallèle avec les atomes pour la matière. Alors, on peut dire que la donnée est un peu à l'information, ce que l'atome est à la matière, un tout petit élément insécable qui est difficile à matérialiser, difficile à voir, et pourtant qui est tout autour de nous. Alors, la comparaison s'arrête là, parce que les données ne sont pas dans la nature comme peuvent l'être les atomes. Et les atomes, des philosophes grecs ont eu l'intuition dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais on a commencé vraiment à les formaliser, les théoriser à partir du 19e siècle. Et je crois que la donnée, c'est un petit peu la même chose. Les données sont présentes dans le monde des bibliothèques depuis bien longtemps. C'est pas nouveau. On peut citer de nombreux exemples. Les bibliothécaires produisent des données, par exemple, d'activité, des statistiques de fréquentation, de prêt. Ça, ce n'est pas nouveau. Le phénomène de l'open data impacte beaucoup les bibliothèques. On va parler avec Laetitia des données de la recherche. Donc, les données sont présentes et l'ont toujours été en bibliothèque. Mais on peut considérer que la numérisation
à apporter une nouvelle granularité de l'accès à l'information et qu'on ne raisonne plus seulement en termes de documents, mais en termes de données. Un élément donc plus petit, plus difficile à voir, mais qui peut s'appliquer à de nombreux domaines. Donc ces 8 chapitres dont vous parliez illustrent autant d'aspects de la donnée. Voilà, vous les avez sous les yeux. Exactement, on a le sommaire ici, avec les 8 chapitres qui permettent d'illustrer la réflexion qui est la vôtre. Voilà, donc ce que j'ai souhaité faire, c'est un panorama donc de ce monde des données. Et l'ouvrage s'appelle donc Face au monde des données. Pourquoi face au monde des données et pas dans le monde des données? Parce que justement, les bibliothèques sont déjà dans le monde des données depuis bien longtemps. Mais ce terme face au monde des données illustre les questionnements qu'ont les professionnels de l'information face à ce monde très divers et très évolutif. Et donc, cet ouvrage ne s'adresse pas particulièrement à des spécialistes de la donnée. Ils seront peut-être un peu déçus d'ailleurs s'ils connaissent parfaitement la transition bibliographique ou les données de la recherche. L'objectif n'est pas de remplacer, il y a déjà des ouvrages très pointus et très savants, notamment sur la transition bibliographique. Emmanuel Bermès, qui m'a fait le grand honneur de rédiger la préface, a écrit des ouvrages sur la transition bibliographique et sur le web de données. Donc l'objectif n'était pas de refaire sous une autre forme ou de réécrire ces ouvrages déjà existants, mais de présenter une vision d'ensemble, une vision panoramique, de prendre de la hauteur, comme quand on est sur un panorama, pour étudier les différents aspects de la donnée. Et je dois dire qu'à partir du premier chapitre, vous revenez sur les différentes descriptions de formats. Vous entrez directement dans le cœur de la donnée telle qu'on la connaît. Et vous allez jusqu'au métier de la donnée en bibliothèque. Comment avez-vous, dans toute cette matière, dans ce matériau, construit un ouvrage qui reste pertinent et qui embrasse en fait la complexité du champ? J'ai essayé de me mettre à la place d'une personne qui connaîtrait assez peu ce monde des données. C'est un peu, on pourrait dire, c'est un peu les données pour les nuls, et je peux m'inclure dedans aussi. Enfin, je me suis mis un peu dans une posture de Candide en disant, voilà, je veux comprendre ce que les données apportent aux bibliothèques, ce que les professionnels des bibliothèques peuvent faire avec les données. Donc j'ai essayé de décomposer selon plusieurs facettes, en commençant par définir ce qu'est une donnée, avec toute la complexité qu'il peut y avoir, avec donc les différents formats, le cycle de vie de la donnée, pour déjà planter le décor, expliquer ce qu'est une donnée et les différentes formes que ça peut prendre. Le chapitre 2 présente donc le web de données, qui est une notion complexe, qui peut devenir souvent très technique et un peu aride. J'ai essayé de l'illustrer par des exemples, là encore en faisant un espèce d'état de l'art et une synthèse de cette transition bibliographique qui est en marche depuis déjà de nombreuses années et qui va se prolonger encore pendant plusieurs années et qui se concrétise au fur et à mesure avec notamment le modèle, bien sûr, IFLA-LRM et les nouvelles règles de catalogage qui vont s'appliquer. Donc, ce deuxième chapitre, c'est une synthèse des applications du web de données et comment les bibliothèques peuvent exposer les données des catalogues dans ce web de données. Le troisième chapitre s'appelle usage des données et données d'usage. Là encore, on parlait de l'exploitation qui est faite par les bibliothèques des données de fréquentation, de prêt, et avec là aussi des exemples de comment les bibliothèques peuvent utiliser ces données et dans quel contexte. Il y a bien sûr un chapitre sur les métadonnées, sur donc comment décrire les données avec des métadonnées et les différents standards. Il en existe là encore de nombreux standards. Le chapitre 5 concerne les données de la recherche, et on aura l'occasion d'en parler donc avec Laetitia Bracco, avec là encore le rôle des data librarians, le rôle d'accompagnement autour du plan de gestion des données, des données conformes à l'acronyme FAIR, dont Laetitia nous parlera certainement.
Un chapitre est consacré aussi à l'analyse des données, parce que souvent la valeur de la donnée repose sur son analyse. Une donnée toute seule, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. On ne peut pas en faire grand-chose. Ce qui va donner de la valeur à la donnée, c'est l'analyse qu'on peut en faire, la réutilisation. Et donc un chapitre est consacré, là encore, à différentes méthodes, différentes approches, de la data visualisation à la fouille de données, en passant bien sûr par les humanités numériques qui reposent aussi sur de la donnée. Et un chapitre évoque la protection des données. Hein, donc évidemment, le RGPD, qui est maintenant en vigueur depuis plus de 5 ans, a été adopté en bibliothèque. Ça n'a pas toujours été simple. Et il existe, et on va en parler un peu plus tard dans la soirée, de nouveaux règlements comme le Data Governance Act, même s'il ne concerne pas directement les bibliothèques. C'est une nouvelle réglementation qu'il faut connaître également. Et un dernier chapitre concerne les métiers de la donnée en bibliothèque. Alors, on va parler du métier de data librarian, mais on peut parler aussi du data steward, hein, qui va faire l'intendance des données, ou le DPO, hein, qui va être chargé de la protection des données. Ce n'est pas forcément des métiers spécifiques aux bibliothèques, mais ce sont des nouvelles fonctions, des nouvelles missions aussi qui peuvent concerner les bibliothécaires, que ce soit en lecture publique ou dans les bibliothèques universitaires. Donc vous nous brossez l'ensemble des 8 chapitres de l'ouvrage, et donc je vous incite à le découvrir. Nous avons fait passer 2 ouvrages dans la salle que vous pouvez consulter pour un petit peu regarder les différents chapitres. Je vais m'adresser maintenant à Agnieszka Tona, qui est maître de conférence à l'ENSIB. Je voulais vous demander si vous partagez le point de vue d'Emmanuel Bermès, qui écrit dans la préface que le monde dans lequel nous vivons est un monde de données, où bibliothécaires, citoyens de la culture numérique ont une part à jouer à l'intérieur de ce monde des données. Un monde qui nous appartient de comprendre pour pouvoir l'organiser, l'expliquer, le transmettre. Est-ce que vous partagez ce point de vue et quelle est votre approche des données ? Merci. Alors, donc je vais répondre à cette question avec ma double casquette, parce que vous avez compris, en fait, je suis enseignante-chercheuse à l'ENSIB, et du coup, avec la casquette à la fois de chercheuse, qui initialement a travaillé beaucoup sur les documents et dans les problématiques de recherche progressivement ont évolué vers la question des données, mais aussi en tant qu'enseignante qui dispense plusieurs cours, qui traite de manière plus ou moins directe des données, et qui plus est, je dispense ces cours à un public très particulier, dans un lieu très particulier, dans cette école, qui forme des futurs spécialistes, professionnels de l'information, et pas seulement dans le secteur des bibliothèques, mais également celui des archives, de la veille, de l'information scientifique et technique, de l'édition et tant d'autres encore. Et du coup, voilà, en fait, je vais commencer à répondre à cette question quand je réfléchis, en fait, voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter par rapport à ce qui est dit dans ces livres. Je me suis dit peut-être qu'il serait pertinent de commencer là où tout commence, y compris dans ce livre qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de répondre à cette question simple, mais aux réponses extrêmement complexes. Mais en fait, qu'est-ce qui me donnait et du coup, parce que en fait, justement, là, je dirais que l'époque que nous sommes en train de vivre est particulièrement propice pour réfléchir sur cette question. On n'a jamais autant traité, collecté, produit, diffusé des données qu'aujourd'hui. Il suffit de penser à tous ces mouvements, par exemple, d'ouverture des données, aussi bien en termes de open data que des données de la recherche. On n'a jamais autant légiféré sur la question des données qu'aujourd'hui. Et là, Véronique vient en fait de mentionner
les derniers règlements en date, c'est-à-dire les règlements qui portent sur la gouvernance des données qui est sorti en septembre et dont il sera encore question un peu plus tard dans cette table ronde. Mais aussi, tout ça a pour conséquence qu'on n'a jamais autant parlé des données, mais aussi écrit sur les données, y compris dans la littérature scientifique et professionnelle. Or, qui s'emploie un peu à fouiller dedans, à commencer à lire tout ça en détail et à essayer de comprendre de quoi il retourne, ce qui est un peu mon rôle, parce que je travaille sur les données, j'essaye de réfléchir sur les données, mais aussi je dois enseigner en fait ces objets à mes étudiants, à mes élèves. On s'aperçoit très rapidement, on arrive très rapidement à deux constats qui s'assimilent presque à des paradoxes. Alors, le premier constat, il est le suivant, c'est que dans cette abondance, voire surabondance des discours qu'on produit aujourd'hui sur les données, il y a relativement très peu de travaux qui définissent cette dernière en tant que concept, qui la réfléchissent, qui la un peu mettent à l'épreuve. Et ça, je pense, c'est peut-être, ce que je veux dire, c'est comme si cette donnée ou ces données étaient une sorte d'évidence tellement omniprésente dans nos vies professionnelles et dans nos vies quotidiennes qu'en fait, tellement proche et tellement intuitif pour chacun d'entre nous qu'on ne voit plus la peine en fait de les questionner, de les mettre un peu à l'épreuve, de les titouiller dans tous les sens et du coup peut-être de les critiquer. Mais ça peut s'expliquer aussi par un autre fait. Si vous vous intéressez à toute cette littérature qui traite de la donnée, c'est que le plus souvent, cette dernière est définie par rapport à d'autres objets emblématiques des sciences de l'information et des bibliothèques, comme par exemple information, comme connaissance, comme fait, comme document, et tant d'autres encore. Et à ça, il s'ajoute souvent, on trouve aussi la définition des données comme si c'était uniquement un objet numérique, ce que vous avez aussi souligné, Véronique. On oubliait que les données existaient bien avant que le numérique envahisse nos vies quotidiennes. Donc ça, c'est le premier constat, c'est qu'il n'y a pas en fait une définition consensuelle de ce que sont les données aujourd'hui, ni, je dirais, un ancrage théorique universel sur ces objets. Alors, ce qui m'amène à mon deuxième constat que je voulais partager ici avec vous, c'est que lorsqu'on commence à observer un peu et à étudier un peu ces objets, qu'on trouve nommés en tant que données, désignés en tant que données dans cette littérature, on est très très rapidement submergé par la très grande variété des entités qui se retrouvent ainsi subsumées sous cette catégorie des données. Excusez-moi, je cure la fin d'une bronchite, de temps en temps je manque la voix. Et du coup, on a tout de suite l'impression que cet univers des données est d'une richesse presque inépuisable. C'est-à-dire qu'à la limite, tout peut devenir donné, tout peut être dataisé à un moment et devenir donné. Ce qui, bien évidemment, face à cette situation, alors je vous donne juste quelques exemples. Dans, par exemple, la définition du protocole OAIS, qui est celui qui régit les pratiques d'archivage, on désigne en tant que données, par exemple, des bits, des communications qui circulent dans un réseau. Qu'est-ce qu'il y a dedans aussi? Les paroles d'une chanson, un tableau de chiffres. J'ai des notes, je vais peut-être regarder ça, parce que c'est intéressant de voir. Bon, bref. En tout cas, souvent, on trouve ces objets qui, on a l'impression qu'ils n'ont rien en commun, et qui sont pourtant désignés en tant que données. Donc, face à cette situation, bien évidemment, on se demande, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, on les nomme des données? Qui est ce critère commun qui permet de rassembler ces objets tellement divers sous cette étiquette?
Et encore une fois, on arrive à la même question finalement qui a démarré mon intervention là. Finalement, derrière tous ces visages, différents visages des données, toutes ces entités, où est vraiment le concept? Alors, je ne vais peut-être pas aller un peu plus loin. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est un peu ce que moi j'en retire de cette impasse un peu théorique sur cette question. C'est que, contrairement à cette impression où une donnée pourrait être traitée comme une évidence, c'est un objet qui est d'une complexité assez importante. Et s'il est complexe, c'est parce qu'une donnée, elle s'est traduite en 3 dimensions qui sont complémentaires et distinctes, mais en même temps complémentaires. Une donnée, c'est avant tout un objet social qui doit être du coup interrogé dans sa dimension sociale. Véronique en a parlé, en fait, contrairement à tous ces discours qui, d'une certaine manière, naturalisent les données en les assimilant à de l'or, du pétrole, quand en fait il suffit juste de sortir dehors, de les collecter dans la nature. Non, c'est faux. Les données, en fait, sont construites, c'est des construits sociaux par des acteurs sociaux, et du coup, avec tout un tas de protocoles et de techniques derrière. Ce qui me ramène à la deuxième, je dirais, dimension de la donnée qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on réfléchit sur ces questions, c'est que c'est un objet social, mais aussi un objet technique. Pour qu'il y ait une donnée, il faut que cet objet ait une certaine matérialité, et cette matérialité ne peut être appréhendée, objectivée qu'à travers les technologies qui ont servi à produire la donnée et qui finalement la rendent perceptible à nos sens. Et du coup, il faut bien, encore une fois, aussi appréhender et analyser la donnée dans cette dimension technique. Et finalement, je dirais la 3e dimension, c'est que, on dirait dans le jargon académique, la donnée c'est un objet sémiotique, c'est-à-dire elle n'est jamais autonome en elle-même, elle est toujours quelque chose qui représente quelque chose d'autre. Hein. C'est une représentation d'un objet ou d'un phénomène qui soit réel ou abstrait de notre monde. Et du coup, il y a aussi cette dimension en fait, de ces liens entre cet objet, la donnée, et c'est ce qu'elle représente qu'il faut prendre en compte lorsqu'on réfléchit sur ces données. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette analyse. Vous dites tout peut être dataisé. Et en préparant cette table ronde, vous m'aviez parlé de l'expérience personnelle que vous avez eue par rapport aux données. Et je me souviens de cette... Est-ce que vous voulez peut-être raconter cette anecdote? Alors, c'est très rapidement. Je pensais d'aborder cette question un peu plus plus tard, en fait, mais je vais... Donc, quand il a été dit, j'organise un séminaire de recherche qui questionne les rapports de la donnée au temps. Et parce qu'encore une fois, sur cette question-là, des temporalités des données, on est dans une sorte de désert épistémologique et théorique, hein, c'est-à-dire il y a très peu de choses qui parlent de ces objets, de cette question. Vous en parlez dans votre livre, à un moment, vous faites la différence entre la donnée chaude et la donnée froide, ce qui est une certaine manière de mettre le temps dans l'analyse des données. Mais l'expérience dont parle en fait Florence, c'est que vous ne le savez pas, mais je suis mariée et du coup j'ai pris le nom de famille de mon mari quand je me suis mariée. C'était plus simple, c'est juste 4 lettres contre 15 de mon nom de famille. Et en fait, il y a 2 ans, quand je récupérais mon passe sanitaire européen, avec effroi, j'ai découvert qu'en fait, il était délivré à mon nom de jeune fille. Or, ça fait 20 ans que je suis mariée. Ça fait 20 ans que je porte le nom de mon mari. Et du coup, je traînais, mais en 20 ans, j'ai eu le temps de mettre à jour toutes mes pièces d'identité. Et j'avais aucune pièce d'identité qui prouvait qu'en fait, la personne qui avait ses passes sanitaires, c'était moi. C'est-à-dire, toutes mes pièces d'identité sont au nom de mon époux, qui est aussi mon nom, hein, et pas au nom des jeunes filles. Et ça paraît anodin, mais pour vous dire, c'était pour moi une sorte de stress énorme, parce qu'il faut penser qu'on était il y a 2 ans, où pour sortir, on avait besoin d'une autorisation, pour s'asseoir sur la
sur la terrasse d'un café, il fallait montrer son passe sanitaire. Pour monter dans un TGV, il fallait montrer son passe sanitaire avec sa pièce d'identité. Et j'étais en capacité de le faire. Je tapais à toutes les portes. Je cherchais en fait de résoudre ces problèmes. Je n'étais pas la seule en fait à les faire. C'était très rapidement. Ça venait en fait de l'Union européenne et de certains, on va dire, prérogatives qui ont été votés où en gros on récupérait le nom First Name. Et First Name, dans les bases en fait françaises, apparemment, c'est le nom des jeunes filles. Et du coup, je n'étais pas la seule dans cette situation. Beaucoup de femmes mariées en France se sont retrouvées avec un pass sanitaire qui, en fait, elle était incapable de prouver que c'était le leur. C'était mon cas. Donc voilà, ça, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, il y a aussi cette question de temps qui est très importante, temps des données et temporalité des données. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, ça peut avoir des conséquences pas très graves, mais quand même un peu angoissantes en ce qui concerne notre vie personnelle. Je passe à une autre thématique qui est abordée également dans l'ouvrage. C'est la question de l'évolution des métiers et des compétences. L'enjeu de la formation, nous sommes ici à l'ENSIB, École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques. Vous évoquez, Véronique Mesguich, au cours du chapitre 8, une citation de Bertrand Calange, qui est fort connu, évidemment, en ces hauts lieux. Dans Bibliothécaire, quel métier, aux éditions du Cercle de la Librairie, il décrit les multiples facettes du métier de bibliothécaire, comme un habit d'arlequin. Et évidemment, les données font partie désormais de cet habit d'arlequin. Et j'aimerais vous entendre toutes les deux, et même toutes les trois tout à l'heure avec Laetitia, sur cet enjeu de la formation autour des données. Peut-être, je commence par vous, Véronique, et ensuite Agnieszka. Oui, d'abord, une pensée émue, oui, pour Bertrand Calange, qui nous manque toujours beaucoup. On en parlait avec Catherine, je crois que ça fait 10 ans qu'il nous a quittés à peu près, et j'ai vu qu'il y avait une salle qui portait son nom, et ça m'a beaucoup émue de voir cette salle qui porte donc le nom de ce grand professionnel qu'a été Bertrand Calange. Donc oui, les métiers de la donnée, donc on parlera du métier de data librarian, mais au-delà d'ailleurs de la donnée, le métier de bibliothécaire, j'ai eu l'occasion de faire une petite contribution pour l'ouvrage collectif Le métier de bibliothécaire, justement sur les compétences et ces compétences sont multiples. Il y a à la fois, bien sûr, des compétences techniques, mais pas que. Et j'appelle ça l'intelligence des contenus. Et je crois que c'est vraiment une dimension très importante du métier de bibliothécaire. Et ça va bien au-delà des données. L'intelligence des contenus, ça veut dire savoir, bien sûr, décrire des contenus, donc des ouvrages, des articles, etc. C'est la pratique du catalogage et de la description bibliographique. Mais c'est l'intelligence des contenus, pour moi, c'est aussi savoir valoriser, diffuser. Ça peut passer par les réseaux sociaux, bien sûr, mais par des tas d'autres façons de valoriser les ressources des bibliothèques. Quand je parle de ressources de bibliothèques, ça peut être les ressources acquises par la bibliothèque, donc des ouvrages, des bouquets numériques, ou des ressources produites par la bibliothèque. Ça peut être des veilles, ça peut être toutes sortes de productions, de curation ou de veilles produites pour des publics très divers. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une forme d'intelligence, de compréhension qui rejoint d'ailleurs la figure du bibliothécaire. Le bibliothécaire au XIXe siècle, c'est un érudit, c'est un puits de science. Et à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, ça va être plus quelqu'un qui va être spécialiste des formats, par exemple, des formats de catalogage ou autres. Et je pense que le bibliothécaire du XXIe siècle, c'est une figure qui réunit ces deux aspects. Donc à la fois la maîtrise des contenus. Alors il ne s'agit pas d'être un pic de la Mirandole et de tout savoir sur tout, mais de se donner les moyens d'appréhender la connaissance
à travers donc, des documents, des données, hein, à travers donc, la donnée ouverte ou tout simplement ces données en tant qu'élément insécable de l'information. Et savoir aussi les valoriser, donc les diffuser et leur donner du sens à travers des techniques de data visualisation ou d'accompagnement de chercheurs, par exemple, dans le cadre des humanités numériques. Agnieszka, est-ce que vous souhaitez compléter votre approche? Oui, alors pour moi, ce qui a beaucoup changé en fait, lorsqu'on a commencé à enseigner les données de manière un peu plus appuyée depuis quelques années, et on a introduit dans nos formations plusieurs cours en fait, qui ont même dans l'intitulé les termes des données, c'est qu'on est confronté encore une fois à un univers d'une très grande complexité. Et du coup, par exemple, si je prends juste l'exemple des différents types de données qu'on retrouve aujourd'hui et qu'on en a vu certains types apparaître dans les sommaires du livre qui nous réunit aujourd'hui, donc des données de la recherche, open data, big data, les métadonnées, et du coup on essaye de faire comprendre aux étudiants de quoi il s'agit. Ce qui est complexe, c'est que ce qui finalement différencie ces différents types de données, c'est des écosystèmes dans lesquels ces données circulent, sont construites, sont produites, sont diffusées, sont consommées, etc. C'est-à-dire de bien mettre sur la table qui sont les acteurs derrière les actions faites sur ces données, par quel processus par ces objets, hein, quel est leur cycle de vie et du coup qu'est-ce que ça change. Bien évidemment, les données en fait d'archivage, c'est pas les mêmes cycles de vie que les données de la recherche où s'ajoute cette notion de réutilisation de la donnée une fois qu'elle a été consommée la première fois et finalement elle peut être réconsommée, réutilisée à l'infini. Et donc il y a les acteurs, les processus par lesquels elle passe, mais également tout un tas de technologies derrière qu'il faut nous-mêmes apprendre pour pouvoir les enseigner. Et ça, c'est assez complexe à faire. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole à Laetitia Bracco. En tout cas, merci beaucoup, Laetitia. Nous sommes vraiment ravis de vous voir aussi en ligne. Maintenant, le public peut vous voir. Très bien. Parfait. Nous vous entendons bien aussi. Je vais vous poser la question aussi qui est reliée aussi à la formation et aux enjeux des métiers et des compétences. Parce que vous êtes évidemment data librarian, c'est ce que vous m'aviez dit, que c'était sur votre fiche de poste en tant que telle. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette fonction qui est tout à fait nouvelle et avec des exemples à l'appui pour nous donner à voir. Très bien. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, je suis navrée de ne pas avoir pu être présente physiquement avec vous. Donc effectivement, moi, pour replacer un petit peu le contexte, je suis responsable de l'atelier de la donnée ad hoc Lorraine. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le service d'accompagnement des chercheurs sur toutes les questions liées aux données de la recherche, donc sur tout le cycle de vie de la donnée. Donc, que ce soit au niveau de la planification, accompagnement au plan de gestion de données, la collecte, le stockage, le partage, la réutilisation. Donc moi j'ai une expérience un petit peu différente. Je pense aux définitions dont on a parlé au début de cette table ronde. Quand on accompagne les chercheurs sur le terrain, eh bien en fait les données c'est très concret et c'est très défini. Effectivement, il y a plein de formes différentes. On peut avoir un chercheur qui travaille sur les synchrotrons et qui a des terras de données. On peut avoir un sociologue qui va avoir des comptes rendus d'entretien. On peut avoir une chimiste qui va avoir des fichiers de spectrométrie. Voilà, tout ça c'est très différent, c'est très varié. Ça implique des traitements, des processus différents de traitement de ces données, mais on voit bien ce que c'est. Les données de la recherche, c'est ce sur quoi on va s'appuyer ensuite pour produire de la connaissance scientifique. Donc mon métier de data librarian, ça va être vraiment d'être en appui, d'apporter les compétences que nous avons dans les bibliothèques, que ce soit en matière
de signalement, de valorisation, de catalogage, on va dire, de stockage, voilà, toutes les compétences qu'on va pouvoir retrouver en bibliothèque, on va pouvoir les investir dans le domaine des données. Alors, voilà, pour vous donner quelques exemples un petit peu concrets de ce que je fais au quotidien. Bon, d'abord, c'est la gestion d'une équipe de façon assez classique. Ensuite, quand on va accompagner des chercheurs, eh bien, on peut avoir toutes sortes de cas de figure. Je vous donne un exemple. Très récemment, j'ai accompagné un chercheur en droit, donc un professeur d'université, qui avait obtenu un projet ANR et qui devait rédiger un plan de gestion de données. Et en fait, pour lui, il n'avait pas de données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans certaines disciplines. Je pense en mathématiques fondamentales, on a souvent ces réflexions, mais aussi souvent en sciences humaines. Et en fait, en discutant avec lui, voilà, il m'a expliqué son projet de recherche. Je lui ai fait prendre conscience que bien si, en fait, il avait des données. Tout le travail de collecte, d'arrêtés, de jurisprudence qu'il fait minutieusement sur Légifrance et qu'il va répertorié dans un fichier Excel avec des colonnes, il va choisir des noms, etc. Eh bien, ce sont des données. Et donc, ça, c'est une mission, je pense, importante. C'est la prise de conscience de ce que sont les données pour certaines disciplines. Encore une fois, pour d'autres, c'est beaucoup plus habituel. Il y a beaucoup de champs disciplinaires dans lesquels il y a vraiment une culture de la donnée, mais c'est pas encore répandu partout. Et quand on va faire de l'accompagnement au plan de gestion de données, donc en 2 mots, qu'est-ce que c'est un plan de gestion de données ? C'est un document dans lequel vous allez avoir un certain nombre de questions qui vont interroger tout le processus de collecte, de production, de réutilisation de données au cours d'un projet. Donc vous allez avoir par exemple une question, quels sont les types de données que vous allez collecter, où allez-vous les stocker, comment allez-vous les partager à l'issue du projet. Ça va nous permettre de tirer tout un tas de fils et d'amener finalement le chercheur en face de nous à comprendre que, eh bien oui, il faut réfléchir à son stockage. On va pas mettre tout sur une clé USB ou sur son ordinateur personnel. Voilà, qu'on va réfléchir au format de fichier, que si on peut avoir des formats libres, c'est mieux. De réfléchir à la diffusion de ces données à l'issue du projet. Parce que les données de la recherche souffrent encore d'un manque de considération qui vient aussi du fait que le fait de produire des données de recherche et de les valoriser, ce n'est pas encore très bien pris en compte dans l'évaluation individuelle de la recherche. Donc ça, il y a beaucoup d'évolutions en cours. Mais voilà, il y a des politiques publiques qui encouragent l'ouverture des données, mais ce n'est pas encore pris en compte véritablement dans l'évaluation. Et donc voilà, quand on va accompagner au plan de gestion de données, on va avoir toutes ces questions-là. Voilà. Après, je peux aussi citer un autre exemple intéressant aussi récemment, qui est peut-être un petit peu plus original que le plan de gestion de données dont on entend bien parler maintenant. C'est le cas du cahier de laboratoire électronique. Donc ça, c'est un nouveau service que nous proposons à nos chercheurs à l'Université de Lorraine depuis le printemps, donc c'est assez récent. Et c'est une demande qui a émané de chercheurs que nous accompagnons, qui nous faisaient remarquer que beaucoup de leurs données étaient finalement sur leur cahier de laboratoire papier. Donc là, en l'occurrence, c'était des physiciennes qui nous disaient, bon, bah, nous, on a toutes nos expériences qu'on note à la paillasse sur nos cahiers papier, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité pour justement encourager le partage de ces données en version numérique, d'avoir un autre outil? Eh bien, voilà, nous avons instruit le dossier et nous avons mis en place un service de cahier de laboratoire électronique. Donc voilà, juste 2 exemples parmi beaucoup que je pourrais donner. Merci beaucoup. Je vous propose, avant de passer à la question des publics, je vous ai demandé de vous prêter un petit jeu, de me donner 3 images pour chacune d'entre vous qui correspondent à la dernière partie de l'ouvrage Vers des futurs fantastiques, une exhortation de Véronique Mesguich à penser donner. Et je vais commencer par vous, Laetitia, pour que vous me puissiez m'indiquer. Alors, hop, c'est parti.
Voilà. Donc l'image proposée par Laetitia, on voit tout l'écosystème de la donnée en macaron. C'est ce que vous m'avez donné comme titre. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc cette image, je l'ai prise sur le portail Recherche DataGouv. C'est l'écosystème Recherche DataGouv, effectivement, avec ces macarons qui représentent chaque élément de cet écosystème. Donc j'ai choisi cette image parce que pour moi, quand on parle données de la recherche, en fait, on peut pas concevoir un service autour des données de la recherche sans penser à tous les autres acteurs qui sont autres que les bibliothèques. Et voilà, je trouvais que c'était une bonne illustration, puisque sur cette image, vous voyez, donc si on commence en haut à gauche, vous voyez les ateliers de la donnée. Donc ça, c'est les services d'accompagnement aux données qui sont labellisés par Recherche DataGouv. Donc c'est le cas de celui que nous avons à l'Université de Lorraine. Dans ces ateliers de la donnée, vous avez bien sûr des bibliothèques qui sont en général à l'initiative de ces services, mais vous avez aussi souvent des juristes, des informaticiens, des personnes de direction de la recherche, voire des chercheurs. Et tout autour de cet écosystème, vous avez l'entrepôt national, le catalogue national, les centres de référence établissements, ce sont les grandes infrastructures de recherche telles qu'Humanum et Progedo, sur lesquelles on peut s'appuyer en tant qu'atelier de la donnée quand on a vraiment des problématiques disciplinaires très pointues. Les centres de ressources, les centres de référence thématiques. Voilà, je rentre pas plus dans le détail. Non, pardon, ce sont les centres de référence thématiques qui sont les infrastructures de recherche. Mais voilà, cette image, pour moi, elle est vraiment caractéristique de l'univers des données de la recherche qui ne peut se faire qu'en réseau et qu'en transdisciplinaire avec beaucoup d'acteurs différents autour de la table. Je suis sûre que plein de personnes ont des questions à vous poser, donc je passe à la deuxième image. Image proposée par Agnieszka Donna. Alors, dites-moi, Agnieszka. Oui, alors, c'est l'image de ces séminaires que j'organise qui traitent des questions des données et des temps et qui interrogent les temporalités des données. Quand je vous ai expliqué, c'est une question, à mon avis, qui est très importante et qui n'a pas encore trouvé son écho en fait dans les travaux tant universitaires que professionnels. Il y a beaucoup de choses à dire, d'autant plus que on est confronté à ces nouveaux types de données comme les données de la recherche où tout d'un coup en fait on ajoute le cycle de vie de la donnée devient presque infini avec ces actions de réutilisation et qui a en fait, je dirais, beaucoup de contresens et beaucoup, je ne pourrais pas dire, des raccourcis en ce qui concerne les temporalités des données qu'on trouve, même si de plus en plus, je dirais, on commence à en parler. Et quand vous parlez bien des données dynamiques, vous parlez bien des données chaudes et des données froides, même si on peut donner plusieurs sens en fait à ces deux termes. Donc, c'est juste pour mettre, je dirais, un peu plus en valeur cette question qui me paraît très importante. Parfait. Et on finit par la dernière image. Alors, une image proposée par Véronique Mesguich qui correspond tout à fait au futur fantastique que vous évoquez dans votre conclusion. Donc là, dites-nous pour comment vous avez obtenu cette image. Alors, déjà, Vers des futurs fantastiques, c'était le nom d'une conférence qui s'est tenue notamment en 2021 sur le thème de l'intelligence artificielle dans le monde des bibliothèques. Alors, c'est pas pour succomber à la mode de l'intelligence artificielle. Là aussi, tous les 10 ans, on a un mot qui est un peu un sésame qu'on met à toutes les sauces. On disait dans les années 2010, c'était le big data, et dans les années 2020, évidemment, le mot magique, c'est intelligence artificielle. Alors j'ai essayé de me poser la question de
comment une intelligence artificielle pourrait représenter des données et des bibliothèques. Hein, là, c'est toujours dans un souci de concrétisation. Donc, alors, j'ai demandé donc à DALL-E, qui est le produit frère de ChatGPT, hein, c'est l'intelligence générative d'images donc de OpenAI, et je lui ai demandé de générer une image qui représenterait les bibliothécaires du futur qui travaillent sur des données. Voilà le résultat. Alors, je vous laisse juger. Bon, on est dans le cliché. Hein, c'est la bibliothécaire à lunettes. Voilà. Donc, on peut un chignon. Avec un chignon. Voilà, toujours la dame à chignon avec des lunettes qui. Alors, bon, alors, on voit des livres un peu. Il y a quand même encore des livres dans les futurs fantastiques. Hein, et puis, il y a un écran un peu translucide qui est censé représenter la donnée. Bon, et là, voilà, la bibliothécaire du futur a quand même un livre ouvert à la main. Bon. Je ne souscris pas forcément à cette vision, hein, on est bien d'accord. Mais on l'imagine. Voilà. Mais bon, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, demander ce qu'une intelligence artificielle pourrait produire. Les intelligences artificielles, elles reproduisent nos biais, hein, parce qu'elles sont nourries avec nos propres biais humains. Et donc, voilà, ça m'a amusé de générer cette image et de vous la présenter. Et je pense qu'il y aura certainement des réactions et des questions tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes les trois pour s'être prêtées à ce jeu. J'ouvre directement les questions à la salle. Si vous souhaitez poser des questions ou même donner vos avis, vos remarques. Sinon, je continue. J'ai encore 2-3 questions, donc je peux continuer. Je me posais la question en lisant ce livre, et je pense que vous avez un petit peu répondu. Peut-on échapper à la technique lorsqu'on travaille sur les données? Parce qu'on voit un certain nombre de tableaux, un certain nombre de formats, etc. Et on se dit, est-ce que c'est la donnée est seulement technique? Est-ce qu'elle ne devient pas économique et politique? Échappe-t-on à la technique? Je commence, ou Laetitia veut peut-être répondre. Comme oui, je peux répondre si vous voulez. Oui, je pense qu'on peut échapper à la technique. En fait, ce qui va compter quand on va faire de l'accompagnement, c'est d'avoir une certaine curiosité pour les projets. Là, je parle des données de recherche, hein, pour les projets qu'on va nous présenter. Alors, moi, c'est vrai que la technique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me suis retrouvée à travailler sur le baromètre français de la science ouverte parce que je me suis mise à Python, etc. Mais pour moi, c'est pas du tout une obligation. Quand on va devoir regarder un petit peu comment on peut améliorer la qualité d'un jeu de données, comment on va pouvoir choisir le meilleur entrepôt pour le déposer, comment on va pouvoir le décrire au mieux. Pour moi, c'est des compétences finalement assez classiques des bibliothèques. Cependant, je pense quand même que avoir un côté un peu geek, c'est quand même bien pour travailler dans ce domaine. D'accord, c'est noté. Agnieszka. Oui, alors je veux bien enchaîner parce que contrairement à vous, Laetitia, je pense qu'on ne peut pas échapper à la technique lorsqu'on travaille la donnée. Et pour illustrer ces propos, je prendrai l'exemple de ces cahiers de labo à la fois traditionnels sous forme d'un cahier imprimé, et celui des cahiers numériques que vous avez évoqués. Pour moi, la donnée, c'est avant tout un objet matériel, quel que soit son régime de matérialité, traditionnelle, papier, imprimé ou numérique. Et du coup, elle ne peut être appréhendée et objectivée à travers les technologies qui ont servi à la produire et qui sont là pour la rendre perceptible à nos sens. Et ça s'applique aussi bien dans le cas d'un objet traditionnel tel que la cahier papier dans un labo. Il y a bien de la technique dedans, ça a été imprimé, on utilise bien des outils, un crayon à papier ou un stylo, que dans les régimes numériques, et c'est d'autant plus évident, je dirais, dans les régimes numériques, où ces cahiers des labos numériques, ils ne se manifestent qu'à travers la technologie, parce que finalement, il s'est construit finalement progressivement à travers différentes couches informatiques et logicielles qui permettent justement de les rendre perceptibles et de les manipuler. Et pour commencer,
pour qu'il y ait un cahier comme ça numérique, il faut que toutes les données qui font qu'on peut avoir un objet en tant que tel soient enregistrées dans la mémoire informatique de l'ordinateur. Ça, c'est enregistré dans un certain format informatique. Et le format informatique, à quoi il sert? C'est qu'il nous dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fichiers, parce que c'est toujours un fichier, on va dire, à la base, c'est-à-dire comment on peut les manipuler, comment on peut l'afficher, comment on peut les modifier, comment on peut les changer, etc. Le format informatique, il est déterminé en fonction des logiciels ou des applications qui servent à afficher les contenus de cet objet. Et finalement, on a la dernière couche, c'est celle du matériel technique, des dispositifs techniques qui nous permettent d'accéder, je dirais, en fait, à l'application et au logiciel qui nous permet d'afficher les contenus de ces cahiers numériques, des labos numériques. Donc voilà, je pense qu'en fait, on n'a peut-être pas la même définition des techniques, et c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas d'accord, mais pour moi, la donnée est un objet technique aussi. Bon, je vais faire je disais ça en termes d'accompagnement. Clairement, le logiciel de cahier de laboratoire électronique, il a été installé par notre direction du numérique. Moi, je ne saurais pas programmer cette interface. Moi, mon travail, il consiste surtout à encourager les chercheurs à l'utiliser, leur montrer leur utilité, à éventuellement regarder comment on peut lier ces données-là à d'autres. Mais voilà, c'est l'accompagnement, la formation, c'est la maîtrise d'un logiciel, c'est vrai, mais pas jusqu'à la programmation. Oui, mais la maîtrise d'un logiciel, c'est aussi en fait des compétences techniques. Toujours, à mes étudiants, j'explique toujours une image que j'ai vue un jour sur le web et je n'ai pas sauvegardé, je n'arrive plus à la retrouver. On voyait une petite fille qui avait 2-3 ans face à un journal imprimé papier et en fait, elle a essayé d'agrandir les images. En fait, on voyait bien qu'elle a grandi avec les tablettes numériques et tout d'un coup, quand elle se retrouve avec un objet imprimé, elle reproduit les mêmes gestes techniques qu'elle a appris avec des objets numériques. Donc, les compétences techniques, peut-être, ne sont pas mobilisées pour configurer cet objet, qui sont davantage poussées, mais en fait, elles sont nécessaires pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir écrire dedans, pour pouvoir sauvegarder, etc. Bon, bref. Je dirais peut-être plus que compétence, je parlerais d'appétence. C'est-à-dire que c'est sûr que les professionnels des bibliothèques ne sont pas experts des technologies logicielles ou des systèmes d'architecture de l'information. C'est un peu parfois des moutons à 5 pattes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à être ni informaticiens, ni programmeurs, ni statisticiens, ni même spécialistes de linguistique ou de lexicométrie, mais ils sont un peu tout ça à la fois. Ils sont un peu juristes aussi parfois. Enfin, ils ont un côté un peu touche-à-tout et je pense que ce qui peut les aider à se plonger justement, à comprendre les besoins, c'est d'avoir l'appétence, c'est-à-dire d'être, je pense que ça suppose une certaine agilité d'esprit et d'ouverture qui permet de comprendre, même si effectivement on ne va pas forcément programmer, comme disait Laetitia, on ne va pas forcément programmer le logiciel qui permettra de mettre en place le cahier de laboratoire numérique, mais on aura la compréhension au moins de ce que ça apporte et de ce qu'on voudra mettre à disposition du chercheur. Donc je crois qu'il y a une question d'ouverture d'esprit, d'agilité, qui doit faire partie aussi des missions des professionnels des bibliothèques. Et je voudrais rajouter une présentation qui avait été faite par Alex Ball, qui est un data librarian britannique, qu'il avait effectué lors d'un congrès de la DBU il y a quelques années. Et il présentait le data librarian comme à la fois un détective qui va rechercher dans l'établissement les données un peu pépites, pour pouvoir après les valoriser. Il doit être aussi consultant, c'est ce que disait Laetitia, pour sensibiliser les chercheurs à la question des données et les aider à réaliser leur plan de gestion des données. Il doit être expert aussi pour participer par exemple à des schémas de métadonnées, donc avoir quand même une certaine expertise technique. Tout dépend, là, comme disait Agnieszka, effectivement ce qu'on entend par technique, parce que c'est un terme là aussi un peu vague. Il doit être aussi conseiller, donc il ne doit pas avoir peur
aussi de dire aux chercheurs, et il a toute la légitimité pour le faire, hein, pour conseiller tel ou tel format ou tel dépôt de données. Il doit être aussi éditeur de données, hein, donc pour permettre, par exemple, de créer des identifiants, de créer les bons liens, hein, pour aider des liens entre des données et des publications, par exemple. Et il doit être aussi formateur, hein, pour, là encore, aider les chercheurs à maîtriser ces enjeux complexes. Donc on voit, voilà, un peu un touche-à-tout, hein, des compétences et des appétences assez multiples, hein, qui peuvent être techniques et qui peuvent déborder aussi des aspects techniques. Il y a aussi, je pense, une part d'accompagnement humain qui est important aussi, hein, comme tout formateur. Il faut de l'empathie, il faut de la pédagogie. Je pense que tout ça, il y a des qualités humaines aussi qui sont très importantes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, Marianne. Merci beaucoup, merci pour toutes les informations que vous nous avez données toutes les trois. Moi j'ai une question qui est peut-être un peu philosophique. Vous avez aussi beaucoup évoqué les systèmes d'exploitation des données, les systèmes d'analyse, on parlait de logiciels métiers il y a encore quelques secondes. À quel moment il faut que l'humain intervienne vraiment? À quel moment la donnée ne peut pas se gérer entre guillemets toute seule, ou qu'il n'y a pas de système numérique qui peut la gérer? Voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Oui, je me permets déjà d'apporter des éléments de réponse. Je pense que l'humain intervient tout le temps, hein, parce que déjà, ces données, elles peuvent être produites par des humains, elles peuvent être aussi produites par des capteurs, des machines, bien sûr, mais elles sont souvent produites par des humains eux-mêmes, hein. On parlait de données qui ne sont pas forcément des données chiffrées, hein. Ça peut être aussi des données textuelles, de la musique, etc., hein. Donc l'humain, déjà, il est présent dans la phase de production des données. Il y a toute une phase préparatoire aussi de la donnée, hein. Quand il s'agit d'analyser les données, il y a un travail de préparation, de nettoyage, entre guillemets, des données, hein, qui peut être fait avec ce qu'on appelle des outils ETL, hein, qui vont permettre, là encore, de les calibrer, de les préparer. Donc là aussi, l'humain est important aussi, hein. L'outil ne fera pas tout. Dans l'analyse aussi, hein, il y a évidemment un élément humain indispensable, hein. Les intelligences artificielles ont des neurones sont certainement plus rapides et plus puissants et plus nombreux que ceux de nos petits cerveaux, mais c'est l'humain qui doit apporter la décision finale, hein. C'est parce que justement l'intelligence, hein, vous savez, il y a un ouvrage qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas, hein, qui a été écrit par un grand spécialiste de l'IA. Ça veut dire que ce qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui, c'est souvent de l'automatisation, mais que c'est l'humain qui va avoir l'intelligence qui va permettre de prendre les bonnes décisions. Donc dans l'analyse aussi, l'humain est important, même dans le stockage aussi. Enfin, il y a besoin d'humains. Alors bon, c'est peut-être un peu lénifiant ce que je dis à une époque où beaucoup de professionnels craignent d'être remplacés par des intelligences artificielles. On a eu un exemple, hein, il y a quelques jours, hein, la société Onclusive, la société de veille médiatique Onclusive, qui a annoncé qu'elle allait licencier la moitié de ses effectifs pour les remplacer par des machines. Mais ça, je pense que c'est pas un bon calcul, hein, enfin que sur le long terme, je pense pas que Onclusive a fait le bon choix. Bon, après, ça leur appartient. Enfin, tout ça pour dire, les humains sont importants à tout moment du cycle de vie de la donnée et de la production jusqu'au stockage, en passant par la gestion et l'archivage. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie infiniment pour votre présence. Et je crois qu'on peut applaudir nos trois intervenantes. Car la mission était de donner envie de lire cet ouvrage et de le découvrir et de donner, j'espère, le goût des données, ce qui n'est pas forcément donné, si je peux me permettre.
Je me permets juste, voilà, pour rebondir, voilà, sans faire de mauvais jeu de mots sur données, mais bon, c'est vrai que ce mot, données, data, on retrouve toujours cette racine de données. Et je voulais citer le mot de quelqu'un qui nous manque beaucoup aussi, qui est Bruno Latour, qui nous a quittés assez récemment, donc grand philosophe, notamment philosophe des sciences, et qui disait: on ne devrait pas parler de données, mais d'obtenu. La donnée, elle n'est pas donnée, justement, elle s'obtient. Et je crois que c'est un peu la philosophie de cet ouvrage. Voilà, la donnée s'obtient. Sur ces mots de Bruno Latour, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans les manifestations que nous organisons à l'ENSIB. Que ce soit les manifestations organisées par la direction de la recherche, par nos différentes missions, Printemps des métiers, Biennale du numérique, mais également les éditions. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à consulter notre programme. Donc bonne soirée, à bientôt.